Comment augmenter les recettes fiscales du Burkina Faso? Cette question fait travailler les méninges du nouveau gouvernement qui essaie de travailler à réduire la pauvreté. Pour trouver des solutions idoines, une entreprise internationale vient apporter son expertise au président du Faso pour rehausser le niveau des recettes fiscales et des revenus du pays. CRC Sogema est une firme canadienne qui travaille dans le domaine de la gestion des finances publiques, dans le domaine de l'éducation et dans le domaine de l'environnement également. Nous intervenons beaucoup en Afrique de l'Ouest, notamment au Burkina, au Mali, au Sénégal et au Bénin. Nous voulons apporter une méthodologie qui a déjà été déployée ailleurs, notamment au Mali, qui est également avec une société sœur, la mise en place d'un logiciel et d'une stratégie de renforcement des capacités permettant aux administrations fiscales de se moderniser. Jean-François Gaston sort satisfait de cette entrevue et croit à la très prochaine collaboration avec les autorités burkinabées. À sa suite, c'est le patron du groupe IAM Gold qui est venu féliciter le chef de l'État pour son élection et lui confier le lancement de leur tout nouveau projet. Le projet s'appelle le triangle d'eau potable et c'est un projet qui va durer 2 ans. Over the next 2 years, it's going to be about 100,000 people will get the benefit of fresh, potable water as a result of a project that IAM Gold is a part of, along with the government of Canada. It's basically a distribution system that we're going to be building that will allow us to use the facilities that we already have in place for capturing water and distributing it to Dore and 18 surrounding communities. 18 communautés de la ville de Dori bénéficieront de ce projet qui est conçu en 3 phases. La conception de ce projet est due à un apport du gouvernement canadien et ce sont au total 300 000 personnes qui bénéficieront de cette ressource d'eau potable. Le médiateur du Faso et l'association Le Tocsin ont été reçus tour à tour par le président du Faso au palais de Kosiam. Pour le médiateur du Faso, il vient sacrifier à la traditionnelle présentation de rapports d'activité au président du Faso. L'année 2014, disons, nous avons enregistré 560 dossiers, alors qu'en 2013, je vous disais ici même que nous avions 786 dossiers. Donc vous constatez qu'il y a une baisse et cela est dû aux contraintes budgétaires qui n'ont pas permis aux délégations de mener les activités essentielles relatives aux audiences foraines, mais essentiellement dû à la situation nationale depuis 2013 à 2014 où nous avons débouché sur l'insurrection de 2014. Donc c'est une situation, ce sont des contraintes que nous avons partagées avec son Excellence pour dire que en ce qui concerne les activités que nous menons pour, je dirais, booster nos activités, c'est autour de la déconcentration des services du médiateur avec tous les moyens nécessaires pour accompagner les délégations. Parce que c'est grâce aux délégations que nous avons les 2 tiers des dossiers que nous recevons chaque année. Et si ces délégations ne fonctionnent pas, cela ne peut pas nous amener à des volumes de dossiers correspondant aux préoccupations des citoyens. Et deuxièmement, le fait de ne pas pouvoir accompagner les citoyens, ça nous empêche aussi d'accompagner, les citoyens au niveau des régions et au niveau, des provinces et des départements. Donc ce sont ces préoccupations que nous avons formulées et dans la synthèse du rapport annuel que nous avons remise plutôt au président du Faso. Quant à la délégation de l'association Le Tocsin, elle dit être venue féliciter le président du Faso, l'encourager dans sa mission et surtout plaider pour les droits des Burkinabés de la diaspora. Nous avons abordé aussi plusieurs sujets, notamment la carte d'identité consulaire biométrique. Et vous savez qu'on avait remis à un opérateur étranger et que jusqu'à présent, nous ne voyons pas les aboutissements. Et alors que la CENI et l'ONU disaient qu'ils pouvaient faire cette carte d'identité, il faudrait qu'ils reprennent en même temps
pour que les Burkinabés de l'étranger puissent participer en même temps à l'enrôlement, vu qu'en 2020, Inch'Allah, je crois qu'ils vont participer, c'est notre souhait, au vote et le souhait de tout le monde. Il y a ça. Nous avons aussi parlé de la durée du passeport burkinabé, parce que vous savez que dans les autres pays, le passeport burkinabé est 10 ans et que les Burkinabés aiment beaucoup sortir. Et là, au Burkina, c'est 5 ans. Si c'est 5 ans, on vous donne un visa de 5 ans, alors que les autres ont des visas de 10 ans. Je crois que ça va arranger tous les Burkinabés, ceux qui peuvent aller se chercher ailleurs, comme on le dit, couramment. Ils pourront peut-être, ça serait vraiment une bonne chose pour nous, Burkinabés. Pour nous, Burkinabés. Et nous, comme on l'a dit, c'est surtout le vote des Burkinabés de l'étranger en 2020. Et il y a beaucoup de choses. Nous avons remis un mémorandum au président du Faso. Qu'il s'agisse du médiateur du Faso ou du Tocsin, tous militent pour que les Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur aient de meilleures conditions de vie et de traitement. Depuis sa nomination à la tête de l'exécutif burkinabé, c'est la première fois que le Premier ministre Paul Thiéba rencontre l'ensemble des mouvements syndicaux du Burkina. À son côté, les ministres de la fonction publique et de la sécurité sociale et de la communication, ainsi que l'ensemble des secrétaires généraux des différents ministères. D'entre eux, le Premier ministre a tenu à saluer le grand rôle qu'a joué le mouvement syndical pendant les événements des 30 et 31 octobre et le coup d'État manqué des 16 et 17 septembre dernier. Après avoir rappelé brièvement le contenu de sa déclaration de politique générale présentée devant le Parlement, Paul Thiéba indiquera que son gouvernement fera tout pour instituer une gouvernance vertueuse. Nous ferons tout pour instituer une gouvernance vertueuse et en luttant de manière farouche contre la corruption, contre la fraude et contre l'impunité. Ça, c'est vraiment un axe fort de la politique donc, de mon gouvernement. Alors donc, j'ai souvent eu à le dire sur les médias que ce sera la tolérance zéro. Ce sera la tolérance zéro pour les cas de corruption, pour tous les cas de détournement et tous les cas de trafic d'influence qu'on pourra détecter ici et là. Parce que la volonté du président, c'est de faire en sorte que les responsables gouvernementaux, tous ceux qui ont une charge publique, donnent l'exemple. Donc l'exemple de la vertu. On ne peut plus retourner dans le passé où on voyait des incivilités qui n'étaient pas sanctionnées. Ça, on ne peut plus faire ça. Donc avec votre concours, avec le concours des patriotes, de la société civile, le gouvernement entend mettre fin à cette situation. Tout en saluant cette démarche du gouvernement, les mouvements syndicaux font espoir que si l'acte est joint à la parole, il y aura des motifs de satisfaction. Nous avons été très satisfaits de la manière dont nous a été abordé tous les problèmes. Et si, je dis que si, au moins c'est tout ce qu'il a dit, surtout sur l'emploi, la santé, l'éducation et l'autre, si 35% ils appliquent ça, tout ça sera une bonne chose. Mais à chaque fois nous mettons des règles, tous les problèmes ils ont dit oui, ils vont faire après. On voit qu'il ne faut même pas 15 ou 20%. Mais si réellement il fait au moins 35% de ce qu'il a dit, je pense que nous allons vous dire que c'est une bonne chose. Dans tous les cas, les mouvements syndicaux entendent demeurer cette structure de veille dans la quête d'un mieux-être des populations et dans l'amélioration de la gouvernance. L'économie verte, voici un thème que l'on entend de plus en plus. Le gouvernement actuel en a même créé un ministère qui l'implique entièrement, ministère de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. La COP21 vient de se tenir donc à Paris en décembre 2015. Et il y a des recommandations fortes qui sont ressorties donc de cette COP21 là.
Et ce qui a poussé donc nos différents États à prendre davantage conscience des effets donc liés au changement climatique. Et si vous voyez un peu le paysage institutionnel du Burkina Faso, il a été créé le ministère donc chargé de l'environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Tout cela pour mettre en exergue cette problématique-là et envisager donc des solutions pour une prise de conscience accrue par rapport donc au phénomène. Donc c'est ce qui a poussé le GRAD à créer cette espèce de communication pour que les uns et les autres puissent savoir tous les enjeux que représente donc cette économie verte et ces changements climatiques-là. L'on se vient alors à se poser la question, qu'est-ce que l'économie verte? On dit qu'on faisait de l'économie verte sans se rendre compte. L'économie verte, c'est une économie dans laquelle nous consommons, nous produisons en utilisant de manière intelligente et consciente les ressources et les matières premières dont nous avons besoin, et donc en pensant aux générations à venir. Donc c'est ça l'économie verte. Produire, consommer, en utilisant de manière rationnelle et intelligente les matières premières, de façon à ce que nous puissions aussi les laisser aux générations à venir. Parce que nous ne sommes pas les seuls sur Terre. Nous devons laisser de l'air pur à générations à venir. Nous devons laisser des forêts aux générations à venir. Nous devons laisser de l'eau propre aux générations à venir. Donc il faut que nous travaillions à consommer, à produire de manière intelligente dans l'utilisation de nos ressources. Pour mieux éclairer l'opinion publique sur cette thématique, le GRAD, groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement, a réuni différents acteurs intervenant dans le milieu pour échanger sur le thème « L'économie verte, quelle pertinence aux impératifs de développement durable du Burkina Faso ». Les 3 conférenciers ont décortiqué en peigne fin le concept d'économie verte pour ne conclure que ce concept est avantageux à tout point de vue pour le pays. Aujourd'hui, nous avons une économie qui tourne autour de l'agriculture. Et donc, du coup, nous avons du mal ou des difficultés à diversifier notre économie. Et là, nous avons une économie incapable d'absorber, par exemple, le nombre de demandeurs d'emploi qui arrivent sur le marché, estimé aujourd'hui à 180 000 à 200 000, alors que nous avons une capacité économique de création d'emplois de seulement 20 000. Vous voyez? Donc, pourquoi cette situation? Une des causes, c'est parce que notre industrie est plombée par la cherté, par exemple, du coût des productions, notamment de l'énergie. Donc, quand vous prenez comparativement aux autres pays de la sous-région, l'électricité est relativement moins chère. Ce qui fait que leur industrie, qui crée des emplois, sont compétitives et peuvent aller sur le marché international, se faire de l'argent pour parler terre à terre. Mais dans le cas du Burkina Faso, vous avez constaté notre secteur privé, notre industrie qui devrait créer beaucoup d'emplois, fait face à ce problème important-là. Donc l'État est obligé de subventionner et vous voyez que ça aussi, ce n'est pas tenable. Donc dans ce sens-là, toute solution qui doit permettre de réduire le coût de l'électricité et de lancer donc le secteur productif est une solution salutaire pour le Burkina. Et dans ce sens-là, nous pensons qu'il faut partir de ce que nous avons. Et qu'est-ce que nous avons qui peut nous aider à réduire le coût de l'énergie? C'est le solaire. Et le solaire, en fait, c'est une pratique d'économie verte. Si nous devons prendre d'autres exemples, il y a les terres. Donc nous sommes déjà un pays sahélien. Nous vivons de l'agriculture. Donc si nous ne gérons pas bien nos terres, qu'est-ce qui se passe? Nous cultivons avec beaucoup de pesticides, nous utilisons un peu de manière hasardeuse les terres. Donc quand les terres se dégradent, on migre vers ailleurs. Pour dire que si on continue comme ça, en réalité on va se retrouver tous sur une forêt un jour. Et comme vous le voyez, il y a déjà des conflits de terre entre les Burkinabés, des conflits d'eau entre les agriculteurs et les éleveurs. Alors qu'avec la même terre, quand on essaie de travailler et de gérer, par exemple, chaque année en apportant des nutriments, parce que la terre aussi mange, on pourrait garder toujours nos terres, on pourrait mieux les gérer dans le temps. Et ça permet effectivement de faire beaucoup plus de production sans gaspiller nos terres que nous pourrons aussi laisser à nos enfants. Et le GRAD compte dans ce sens poursuivre sa mission. Nous avons développé un projet qu'on appelle projet Néré pour des villes propres et durables. Donc nous allons continuer dans cette lancée et sensibiliser de plus en plus les populations sur nos modes de production et de consommation. Un cas simple, par exemple, c'est de sensibiliser les gens à vraiment abandonner le sachet plastique non biodégradable au regard des inondations et de tout ce qu'il cause à notre santé au niveau de nos grandes villes. Ensuite, l'autre étape immédiate, c'est un peu la sensibilisation et la formation de la jeunesse. Aujourd'hui, nous avons parlé de métiers verts.
Mais de notre expérience, la jeunesse ne sait pas encore beaucoup de choses là-dessus. Et nous allons avec les étudiants, les universitaires, un peu faire une formation là-dessus, exposer sur les possibilités en tout cas de création d'emplois ou les créneaux de métiers verts dans lesquels les jeunes peuvent s'insérer et aussi les orienter vers donc, des structures de financement qui accompagnent ce type d'initiative. Le groupe de recherche et d'analyse appliquée pour le développement espère, avec le concours des politiques et des autres acteurs, dont la presse, le secteur privé, la société civile et les producteurs, pouvoir lutter efficacement contre la corruption environnementale, produire des outils économiques et financiers pour la mise en œuvre des objectifs de l'économie verte. Après les élections présidentielles et législatives du 29 novembre dernier, le Burkina Faso se prépare à abriter le 22 mai prochain ces élections communales devant lui permettre de fortifier le processus de démocratisation du pays. La promotion de la démocratie passe inéluctablement par la promotion de la culture démocratique qui, elle-même, s'acquiert à travers l'appropriation par le grand nombre dans la société des principes, normes et valeurs démocratiques, ainsi que par l'acquisition des bonnes pratiques en matière de gouvernance démocratique. Cependant, la description de ces normes et valeurs demeure réservée à l'élite sachant lire et écrire en français parce que consignées dans cette langue. C'est pour rendre accessibles ces normes et valeurs à un plus grand nombre que la Commission électorale nationale a entrepris avec l'appui des autorités canadiennes à travers le projet Pacte Burkina Faso de traduire le code électoral en Moré, Fulfulde et Dioula. La mise à disposition de ces outils représente, à mon avis, une avancée significative pour notre démocratie car elle permet de faire descendre le code électoral, le cadre normatif de référence en matière électorale et de gouvernance, à la portée des 3 grands groupes linguistiques dans le pays, dans lesquels se retrouve effectivement l'écrasante majorité des habitants de notre pays. Aujourd'hui, c'est chose faite. L'ambassade du Canada vient de procéder à la remise officielle de 6000 exemplaires du code électoral en langue nationale, soit 2000 exemplaires pour chacune des 3 langues. C'est un outil important en termes de promotion de la démocratie. Un outil important qui va très bien avec le type d'élection qu'on approche, qui va se faire prochainement. L'élection municipale, c'est un niveau de gouvernement de proximité. Et ce niveau de gouvernement de proximité, il est important s'il y a une grande participation locale. Et de quelle façon on peut obtenir cette participation? C'est par différentes approches. Et la traduction du code électoral comme outil d'information est un des éléments importants. Alors c'est pour cette raison que le Canada a, avec sa contribution, collaboré avec d'autres intervenants comme EQUES, avec l'Union européenne, avec le CENI, pour produire ce document, cet outil qu'on souhaite accessible aux populations locales. À 3 mois des élections municipales, la CENI entend mettre en branle son dispositif de communication pour que le document soit le plus proche possible des populations cibles. À partir de ce moment déjà où nous recevons le code électoral dans les multiples langues, nous avons un schéma de travail, comme on l'a toujours fait avec les organisations de la société civile, qui sont donc accessibles à ce genre d'outils, qui vont effectivement déjà, dès à présent, rentrer dans les localités pour pouvoir en parler, premièrement. Ensuite, nous allons mettre à disposition les partis politiques, les listes d'indépendants. Vous savez que les listes seront déposées d'ici jusqu'au 4 au 13 mars. Donc, les personnes qui sont informées que le code est disponible en langue et qui ont la possibilité donc de s'en servir, ils vont certainement exprimer des besoins. Nous allons mettre ça à leur disposition et vous savez, ils vont rentrer bientôt en campagne. C'est le meilleur moyen pour nous que effectivement ce document-là puisse arriver aux citoyens à la base. Il suffit maintenant que tous les acteurs du processus électoral, voire tous les citoyens alphabétisés en Moré, Dioula et Fulfulde, puissent s'approprier les règles, principes et vertus contenus dans le code électoral qui est désormais accessible. Mise
mise en place terminée 6h45 et 7h, début de la rencontre entre Simon Compaoré, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation, de la sécurité intérieure, avec les différents directeurs et chefs de services et programmes du dit ministère. Alors, la rencontre de ce matin est une rencontre importante. Nous avons pris service depuis maintenant un mois, quelques jours, et à cause des contingences que nous avons eu à gérer, il n'a pas été possible de nous voir autour de ce qu'on appelait les projets et programmes du ministère. Et quand je dis du ministère, c'est les projets et programmes dérivant des 3 entités essentielles qui recouvrent le ministère. Donc c'est l'administration du territoire, la décentralisation et enfin la sécurité intérieure. La rencontre va permettre les responsables des différents départements de prendre la parole pour parler de la nature de son projet et programme et qui finance et s'il y a des problèmes, comment trouver des solutions. Pour le ministre, c'est une rencontre d'échange en vue d'une nouvelle relance des activités du dit ministère. À 9h30, Simon Compaoré, ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, et celui de l'urbanisme et de l'habitat étaient sur les sites des logements sociaux de Bassinco. Objectif, constater l'exécution des travaux et l'état d'avancement des travaux des logements sociaux dans ce quartier. Mais avant la visite, les 2 ministres ont pu écouter le message des populations déguerpiées et celui des bénéficiaires des logements sociaux. Je voudrais vous rassurer que très bientôt, vous allez voir l'accélération de l'intervention de l'État et des promoteurs immobiliers qui ont une part à jouer dans cette partition. Parce que la promotion immobilière, ce n'est pas seulement la construction, c'est aussi la participation à l'aménagement. C'est vrai, un des intervenants ici a dit qu'il y a des acquéreurs qui ont payé et qui n'ont pas encore reçu leur logement. Tout ça, c'est des insuffisances liées au manque de coordination dans la gestion du projet. Que ce soit la Banque de l'Habitat, que ce soit les promoteurs immobiliers, que ce soit le ministère, que ce soit vous, les résidents, les habitants, nous allons travailler ensemble. Sur place, on constate un CSPS bien propre en bâtiment, mais qui n'est pas fonctionnel. Pour les 2 ministres, il faut aller vite en besoin. Il ne faut pas le mettre à demain, ce qu'on peut faire aujourd'hui. On met en contact, il va envoyer des gens, repérer les lieux, tout. Et puis, on va faire le nécessaire, immédiatement. Voilà. Et dire à la population de bénéficier désormais d'un salaire ici. Voilà. Bon. Mais ici, là, il faut qu'on voit notre collègue. Oui, il faut qu'il amène des choses. Sage-femme, infirmier, voilà, un minimum. Autre localité visitée est le quartier Bonheurville. Ici, les problèmes sont divers. En tout cas, Bonheurville demande beaucoup des ouvrages. Parce que vous avez traversé dans les rues, là, vous avez vu, il n'y a pas de route. Pourtant, Bonheurville est bien construit. Voilà, d'où on a parlé pour des routes. On devra gagner le courant même depuis, ça fait 7 ans de cela. Et c'est maintenant, ça venait de commencer, mais bon, c'est tout petite zone seulement. Ils ont implanté les poteaux et puis bon, c'était en temps arrêté. Parce que, par exemple, vous voyez la situation où vous êtes venu. Bon, là-bas, l'attribution a été faite dans un bas-fond. Bon, alors comment les gens vont construire ça? C'est un peu difficile. Donc, il te faut au moins des caniveaux. Bon, pour irriguer l'eau là, pour que l'eau là prenne une bonne direction et puis laisser. Sinon, les gens là ne peuvent même pas construire. Vous voyez, tous c'est des parcelles qui sont là. Mais les gens là, ils ont les parcelles là, c'est le nom seulement. Même si tu veux construire même à hauteur même de 2 mètres là, coûte que coûte un bon jour seulement, pour passer
Dans l'environnement, arriver même chez toi à la maison, là, ça serait des difficultés. Au niveau de la viabilisation, comme vous le constatez, pratiquement rien n'a été fait ici, ni sur le plan de la voirie même primaire et sur le plan des ouvrages de drainage des eaux pluviales. Et malheureusement, ce lotissement a été pratiquement fait dans le lit d'un marigot, qui rend l'intervention beaucoup plus difficile et cela va nécessiter beaucoup de moyens. Donc nous allons pour nous faire un point de la situation avant de voir comment le problème sera traité. Comme nous l'avons dit à Baseko, tous les quartiers où il y a eu des lotissements, conformément au programme du président Roch-Marc Christian Kaboré et à la déclaration de politique générale du Premier ministre Paul Kaba-Thiéba, tous les quartiers où il y a eu des aménagements, des lotissements, nous devons faire des efforts pour les viabiliser afin de permettre aux populations de vivre dans un minimum de conditions et d'avoir un minimum d'équipement urbain. Pour le ministre, des études d'évaluation seront faites en vue de répondre favorablement aux besoins des populations. Le collectif pour un peuple uni grogne encore une fois de plus. Des passations de marchés louches se feraient au sein du Fonds de développement de l'électricité FDE et dans bien d'autres structures. Un assainissement doit être ainsi fait pour lutter contre la médiocrité dans la gestion de la chose publique. Il faut vraiment un assainissement au niveau de ce milieu, au niveau des marchés publics. Et nous avons demandé, puisque l'ARCOP est déjà là, et en dehors de l'ARCOP, il y a l'ASE. Nous demandons que ces deux structures collaborent ensemble afin vraiment de poser des actes forts. Et ces actes forts-là, c'est quoi? C'est de contrôler et vérifier les différentes passations vraiment de marché qui se passent actuellement. Parce qu'il y a beaucoup de passations de marché qui sont truffées et gangrénées au fait par la corruption. Et ils sont vraiment en violation avec les différentes procédures de passation de marché. Voilà quand même des propositions concrètes que nous demandons à l'État. Nous voulons réellement vraiment l'assainissement de ce milieu. La CENI n'a pas été épargnée, le collectif demande un audit. Tous les moyens, les ressources, que ce soit matériel, financier, ont été mobilisés pour l'élection présidentielle, législative et les municipales en cours. Certes, nous rendons grâce à Dieu que l'élection présidentielle et législative se sont bien déroulées. Mais il y a eu quand même quelques failles, qu'il faut le dire haut et fort. Et ce sont ces failles-là concernaient quoi? C'est la mobilisation au niveau des ressources. Apparemment, ils n'ont pas de réglementation en matière d'allocation de ces ressources-là aux différents présidents d'arrondissement. Nous attirons leur attention. Et même dans l'organisation des élections passées, vous avez constaté qu'il y avait des failles au niveau des arrondissements et de certains bureaux de vote dû à des manquements de matériel. Pourtant, les fonds ont été alloués dans ce cadre-là. Donc nous demandons quand même, on n'a pas dit que si on ne peut pas tenir l'audit dans l'immédiat ou avant les élections municipales, il n'y a pas de problème. Mais au moins qu'après les élections municipales, qu'un audit soit fait pour prendre le peuple à témoin de ce qui s'est réellement passé. Un sujet d'effraie présentement la chronique, le groupe d'autodéfense communément appelé les Kolwego. Les condamnés n'est pas la meilleure option pour Abdallah Ouattara et ses compagnons, mais les intégrer en les formant serait encore mieux. Nous avons demandé de rendre rapidement opérationnel l'ANR, parce que le renseignement est le nœud de la prévention et la lutte contre l'insécurité. Et en dehors de cela, nous disons que les Kolwego, ce sont nos racines. Nous sommes nés trouver cela. Mais nous pouvons comprendre que les choses évoluent. Mais avec cette évolution, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut les enseigner, il faut les éduquer, il faut les former. Ce serait au fait un appui à nos FDS.
D'aucuns ne pensent que les OSC poussent depuis un certain temps comme des champions, ce qui crée un grand vacarme au Burkina Faso. Et une des solutions serait de trouver un local propre aux organisations de la société civile burkinabé. Le collectif a demandé par ailleurs au président Roch-Marc Christian Kaboré qu'en dehors de la bourse de travail, de faire de l'ancienne Assemblée nationale une maison des OSC qui les servira de cadre de rencontre. Située à l'extrême sud de la ville de Tenkodogo, l'église des Assemblées de Dieu du secteur 2, dirigée par le pasteur Mathias Minungu, a tenu toutes ses promesses pour le culte dominical du dimanche 21 février 2016. Chants, danse, message de la parole de Dieu et la prière étaient au rendez-vous. Inspiré du chapitre 5, verset 38 de l'évangile de Matthieu, le pasteur a exhorté les fidèles chrétiens à l'amour du prochain et même à ceux que nous considérons comme nos ennemis. Même chose. Faut me réengager sacrement. La mamieta yamba, je dis elle mamieta yamba. Nyam face sacrement, les rien mam ouais, j'y sois me ma pour mamieta la main. Nem ni face un pam d'orum parle mamieta la main. Tu non ne beba. Un message qui a été bien reçu. Et selon quelques fidèles chrétiens, c'est le but de notre raison d'être sur terre. Bon, et vraiment, on a grâce à Dieu pour ce message qui est venu vraiment nous rappeler notre raison d'être sur terre, qui est vraiment de s'aimer les uns les autres. Et nous savons que dans nos relations interpersonnelles, là, que ce soit dans l'église et même dans la société, c'est souvent fait de conflits. Et si on y prend garde, on peut en tout cas garder des dents contre quelqu'un. Et ce message vraiment nous amène, nous exhorte à tout laisser, à vraiment se pardonner. Vraiment, le message que le pasteur a donné m'a touchée parce qu'ils ont dit que nous devons aimer nos ennemis, ceux qui nous font du mal. Et si tu penses vraiment, dans la vie, on ne peut pas dire non, notre ennemi c'est Satan. On ne peut pas se faire des ennemis entre nous-mêmes. Donc vraiment, je remercie vraiment Dieu qu'il a donné ce message pour nous. Le boumous man a ton sembe yolo markata tapale be jem sino na ngom yo tonne basa boum ni sa se ya boum kasanga en lui ne boum ni sa sen kanyora te ton san ya lampa nyos boum kieba ton kana en tajini ne ton son tordon ta ya wena ma so mai bala sangetin wala han shege de bum wusgo ne bo so watin shege de mamji shaba
coach pour kataba coach de pour jishwa minga de buma woto la buma woto mpiure yam sanange ni hana wa te pusa paringa wala biinga wala pusa asiringa yam sanka nong neda yam sanki rega swa ko baba yam na bangam to nongol ma same wala aton kwen suguru mbasa tali atoro la ton sanka ton yiyel ko point ton na mala wana nke wena am soluma am dan nongo me balan yele brama ti wena am ko ba mi haba te branye woni sal hanne to to yi dunna ton sanda tan ton sak wena am goma ya ne wena am si gaba mam sen dat bum ni sam pass lam yende bi di France kelere mama idi mo mpa mwenam siga to wenam siga ya pang santon song tondo di ton sak mwenam goma nem safa mwenam goma kayi yi ton panga ton katon sakai la wenam kota panga sena yi ton sak bam goma ton sandata no mom data me nek nebni di France nan kelere mama nan kila wenam goma runa rara bi wenam song ba te blebe ko wenam wa blebe ko so wenam panga nan ton non wenam neba la non nim di fa sen ke tembe lika po wa nebi ni fa ton nan ta te bi ani wen sen ka to ko ne arzan ton to so to ya wo so neba la wenam mi ni ninga wenam mi neba to so la wenam tar pang ba te tek neba runa wa ton le ka bu ko ba ton ka le ya sen yok be la wenam da te ya ton yok ba m sega neba bu fa nyinga ya bam neba ya bam shoba bam ton tekba la de basi bura kobo la de basti wenam mala brab neba vim mam da non to so bu mi sam passé ya woto. Au stade Joseph Konombo a eu lieu une signature de convention entre la Fédération burkinabé de football et la société Mounia spécialisée dans la fabrication d'eau minérale. Encore une fois, rien de tel qu'avec une eau de très bonne qualité, ça va certainement booster encore nos footballeurs sur les différents terrains. Alors ce partenariat consiste à approvisionner toutes les équipes de D1, de D2 et de D1 féminine en eau minérale naturelle. Alors vous savez, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit les équipes de fois ont des problèmes. Quand elles vont en province et qu'elles boivent de l'eau, les joueurs reviennent avec certaines maladies. On a pensé à tout ça, on s'est rapproché de la fédération et on a voulu apporter notre pierre au sport burkinabé. Le président de la FBF, Sita Sangaré, se félicite de ce geste de partenariat qui va compenser la perte d'eau des joueurs pendant les matchs. Ainsi, chaque équipe percevra dorénavant 3 packs d'eau par match, soit 90 packs sur la saison. Ce début d'année est promoteur pour la Fédération burkinabé de football. Après l'entreprise Mounia qui offre désormais 90 packs de sachets d'eau minérale à chaque équipe durant la saison des championnats Ligue, c'est au tour de la FIFA d'offrir 10 bus de 32 places chacun d'un montant global de $500,000. Vous connaissez l'état un peu de nos routes, l'état de dénuement de nos clubs, les conditions très difficiles dans lesquelles ces clubs se déplacent pour jouer les matchs de championnat, ce qui, comme on l'a dit dans les différents discours, a malheureusement engendré des situations très regrettables. Et donc pour nous, il était très important de pouvoir disposer de bus flambant neufs pour sécuriser un peu les déplacements de nos équipes dans le cadre de nos compétitions. Ce projet fait partie des programmes d'assistance financière élaborés par la FIFA pour soutenir les fédérations de football. Donc le programme des bus rentre dans ce cadre-là. C'est un programme qui permet aux fédérations d'identifier des domaines d'investissement qui puissent leur permettre non seulement de faire des économies, mais aussi de gagner des revenus qu'ils réinvestissent dans le football. Dans le cadre du Burkina Faso, il a été identifié très rapidement, n'est-ce pas, un manque de transport pour les clubs. La fédération burkinabé dépense énormément d'argent pour financer les transports des clubs lors des journées de match.
raison pour laquelle on a eu cet échange avec la Fédération burkinabé. Et grâce à notre partenaire Hyundai, qui est un concessionnaire de véhicules, nous avons donc pu acquérir ces bus qui vont permettre, n'est-ce pas, à la fédération de les mettre à la disposition des clubs, comme le président l'expliquait tout à l'heure, moyennant, n'est-ce pas, le prix du carburant, qui est bien moins cher qu'un prix de location de véhicules. Mais en même temps, lorsque les clubs n'en ont pas besoin, la société Excellium les mettra à disposition des particuliers. Et cet argent, n'est-ce pas, sera partagé entre la fédération et Excellium. Ces véhicules seront gérés par l'entreprise Excellium avec un revenu de 40% contre 60% pour la FBF. Vous savez, la fédération ne dispose pas en tant que telle d'un parc auto, d'un garage. Et pour la maintenance et l'exploitation pratique, un contrat a été conclu avec la société Excellium qui dispose de l'expertise nécessaire en la matière. Ce qui fait que nous allons exploiter cela en partenariat avec Excellium et je pense que c'est encore un projet gagnant-gagnant comme avec la FIFA. Nous avons ce partenariat pour nous assurer, et c'était un gage que nous devions donner également à la FIFA, que les cars seront bien exploités, parce qu'il ne suffit pas d'avoir les bus, comme le disait M. Zoul tout à l'heure, et au bout d'un certain temps, tous les bus sont cassés, soit faute d'entretien. Pour nous, c'est un projet gagnant-gagnant. On a hâte de voir effectivement les résultats, l'utilisation. Et je l'ai dit déjà tantôt dans mon discours, le plus important vraiment, c'est l'utilisation de ces bus. Il faut que les clubs, les joueurs, ceux qui l'utilisent comme si ces véhicules leur appartenaient à eux. Et puis effectivement, il leur appartient même s'ils ne restent pas chez eux. Parce que si au bout de 2-3 mois, on est obligé d'arrêter le programme parce que les bus ont été mal entretenus, parce que les joueurs, lorsqu'ils sont dans les bus, ne les entretiennent pas, etc. Ce serait vraiment dommage. Un tour inaugural a été fait à cette occasion avec les hommes de médias pour tester la qualité, le confort des nouveaux véhicules.